Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, alors que je profite des derniers moments de lumière avant que le crépuscule ne tombe, j'ai décidé de vous parler d'un film actuellement à l'affiche, sorti mercredi dernier, le nouveau Clint Eastwood, qu'on attendait tant, La Mule, ou The Mule en VO, un film basé sur des faits réels, d'ailleurs on considère ça comme un drame biographique, certes, qui raconte donc une histoire autre, mais qu'on peut vraiment rapprocher aussi d'une œuvre indirectement biographique et voire autobiographique, donc sur la vie et la carrière de Clint Eastwood. Et là, vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il, le gars? Je vais y revenir en détail dans la vidéo parce que je pense que c'est l'une des œuvres les plus personnelles du réalisateur, de l'homme, de l'acteur. Et franchement, ça fait du bien de voir ça. Voilà, je vous le dis d'avance, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est un film vrai, à l'image de son personnage. Donc, Earl Stone, qui est un vétéran de la guerre et qui est un ancien horticulteur, enfin, obligé de devenir ancien horticulteur le jour où sa société fait faillite. Voilà. Il y a dédié sa vie, délaissant même sa famille au passage, et c'est très important comme thème dans le film. Donc, pour survivre, parce qu'il est criblé de dettes et tout, il accepte, il se voit accepter un petit travail qu'il juge anodin au début de transporteur. Voilà, on lui met une valise dans le coffre et il doit passer d'un point A à un point B. Il va donc jouer la mule. Sauf qu'il ne veut pas trop en savoir au début. Il doit bien se douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible derrière. Mais au fur et à mesure des courses et tout, il commence à rentrer de plus profondément et de façon inextricable dans l'engrenage des cartels de drogue mexicains. Et ça devient donc très difficile, d'autant plus qu'en face de lui, la DEA a engagé l'un de ses meilleurs agents, lui aussi à fond dans son boulot, qui a tout réussi là où il est passé. Un agent joué par Bradley Cooper, qui est devenu le nouveau pote et le nouveau protégé même de Clint Eastwood. Et forcément, plus on avance dans le film, et plus on sent que Earl Stone ne va jamais pouvoir s'en sortir. Ou alors, s'il peut s'en sortir, comment va-t-il le faire? Et ce film est vraiment... Alors, il est bien fait dans le scénario, dans la construction narrative et tout. C'est du classique, c'est assez académique, c'est du vrai Eastwood. Et là, on efface la déception, du moins la déception personnelle que j'ai eue avec le 15h17 pour Paris l'année dernière. Et on retrouve le vrai Eastwood des Grands Torino, des Million Dollar Baby ou encore de Un Monde Parfait. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment ce film-là en mode road movie, un peu dramatique, mais pas que, avec aussi quelques touches d'humour. Parce que le personnage de Earl Stone est vraiment impayable dans un sens. Il a 90 ans, voilà, et il est plein, il est vrai, il est ultra humain. Alors certes, il a merdé dans sa vie, mais voilà, il l'avoue très vite. Il se rend compte qu'il a consacré donc toute sa vie à sa carrière, et bah, sur la fin, comme ça, bah, voilà, il voit que sa famille lui en veut, et il se demande comment on peut faire pour, voilà, on va dire, rabiboucher le bordel, si ça peut se dire comme ça, c'est pas grave, des fois les mots me manquent, on est en impro, voilà pourquoi je dis des trucs bizarres des fois, hein, vous le voyez, vous avez l'habitude, vous qui me regardez assez fréquemment. Bref, à part sa petite fille, il est en froid avec sa femme, et surtout avec sa fille. Et sa fille, donc de Earl Stone dans le film, elle est jouée par la propre fille de Clint Eastwood, Alison Eastwood, et ça renforce, selon moi, le fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'attaches personnelles dans ce film. Clint Eastwood y a mis de sa personne et raconte indirectement un petit peu son vécu. Alors, ce qui est intéressant ici dans le film, c'est que le côté sans filtre du personnage principal désamorce un peu les moments qui pourraient être plombants, un peu longs ou dramatiques. Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que c'est vrai que l'histoire du pitch de base, voilà, un gars qui a 90 ans qui transporte de la drogue et tout, on voit sa potentielle chute, les dangers, tout ça. On sent que pour faire tenir ça en 2 heures, c'est pas évident. Mais c'est génial parce que le personnage de Earl Stone nous permet de cette légèreté de temps en temps, que ce soit avec les échanges qu'il a avec les gars, voilà, on va dire les petits gangsters locaux qui vont lui mettre la valise pleine de drogue et tout. Au début, il y a méfiance et tout, puis à chaque fois qu'il va faire une course, on sent qu'ils sont devenus potes et tout, ils se balancent des vannes à travers la gueule, c'est génial. Et puis, bah, il y a aussi des petits messages dans le film, parce que Clint Eastwood, voilà, je crois qu'il a 89 ans, si je m'abuse, j'ai pas vérifié l'âge, hein. Il sait qu'il est sur la fin de sa vie, et il se lâche à fond. Il est sans filtre lui-même en tant que réalisateur et acteur dans le film, comme son personnage. Ainsi,
Voilà, nous avons ici quelques petits tacles. Il balance plusieurs tacles sur plein de choses. Déjà sur les nouvelles technologies et indirectement sur les nouvelles générations qui surutilisent leur téléphone et tout. On a deux trois pics comme ça pendant tout le film et c'est voilà, Internet, ça sert à rien, c'est de la merde. Indirectement, c'est ça qui va lui causer sa perte 12 ans après parce qu'il y a une scène de flashback au début qui montre ça. Les téléphones portables et tout. Et du coup, ce petit message aux jeunes, ou même à ceux qui ont 30-40 ans aujourd'hui, qui utilisent tout le temps leur téléphone, c'est qu'ils ne prennent plus le temps de vivre, de voir les choses, de profiter tranquillement. Et même ceux du cartel, hein, les plus jeunes et tout, même le bras droit du patron et tout, un patron joué par Andy Garcia d'ailleurs, qui fait presque un caméo ici, mais qui est génialissime en tant que baron de la drogue et tout. Bref, même le bras droit du cartel en prend pour son garde alors qu'il le menace et tout. Ce mec n'a peur de rien. Voilà, Earl Stone, il est franc et franc du collier, même sous la menace, jusqu'au bout quasiment, il n'aura peur de rien. Si ce n'est de certaines choses, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc, tacle aux nouvelles technologies. À la police aussi, ça m'a presque plus surpris. Mais finalement, Clint Eastwood, là aussi, montre un regard très critique sur la police actuelle, avec plusieurs fois des moments où on voit certains policiers faire des délits de faciès. Il y a des Mexicains, donc tiens, on va les contrôler. Tiens, il y a un mec qui ressemble à un Mexicain, il a un chapeau, un sombrero au volant, ça fait de lui un suspect. Et la dénonciation aussi envers la violence policière, ce suspect qui est arrêté, il lui dit « Ah mais là, vous savez que je vis les 5 minutes les plus dangereuses de ma vie, hein, j'ai beaucoup de chances de mourir. Tout... » Oh là là, il est tout stressé parce qu'il sait, il a vu aux infos que la police est capable malheureusement de certaines bavures. Et donc, toutes ces critiques-là, nouvelles technologies à la police, encore ça irait, on va dire même c'est en mode clin d'œil à ce niveau-là dans le film, mais j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet ici, parce que non seulement il se fait des tacles à certaines personnes et à certaines communautés, à certaines choses, à certains groupes et tout, mais aussi il en profite pour se tacler lui-même et faire un bilan de sa vie et des erreurs qu'il a pu faire, je pense. Parce que quand on voit le personnage de Earl Stone, donc, qui a dédié sa vie au travail, c'est Clint Eastwood, quelque part, qui lui aussi, toute sa vie, à faire tous ses films, que ce soit en tant qu'acteur, réalisateur, il a eu une famille, il a eu une vie de famille assez riche même. Mais se pose-t-il la question, jusqu'à même à en faire jouer sa propre fille dans le film, se pose-t-il la question, ai-je été un bon père de famille? Ai-je été un bon homme de famille dans le sens général? C'est intéressant. Et c'est en soi que je vois ce film, donc La Mule, comme une sorte de témoignage biographique sur sa propre carrière et sa propre vie. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Le film s'ouvre donc en flashback 12 ans avant, et on le voit au top de sa gloire, donc on lui remet un trophée pour le meilleur horticulteur, il est vénéré de tous et tout le monde. À un moment, il signe plein d'autographes, il serre plein de mains et tout. Ça, c'est le Clint Eastwood qui est au top de sa carrière et tout. Et aujourd'hui, il est toujours au top, c'est Clint Eastwood, quoi. Et ben, il se permet de faire un regard critique sur sa propre vie, sans rien regretter. À aucun moment il regrette ce qu'il a vécu, au contraire, il le dit. Voilà, j'ai profité de la vie et tout, ça a été que des grands moments, tout ça. Mais aujourd'hui, il est l'heure d'en payer le prix et d'essayer peut-être d'aller sur le chemin de la rédemption, quelque part. Et donc, tout cet arc autour de la famille donc, de Clint Eastwood, sa femme, sa fille, sa petite fille, c'est hyper intense et hyper intéressant dans le film. Pour moi, même, ça va au-delà de l'histoire donc du vieil homme qui transporte de la drogue et tout. Alors, quand même, le gars, il est tellement... C'est quand même drôle parce que jusqu'au bout, il va profiter quand même. Voilà, il va profiter du système jusqu'au bout. Même si c'est une grosse erreur, hein, voilà, il se rend très vite compte que c'est de la drogue qu'il transporte, mais il va quand même continuer à faire ces courses-là. Peut-être est-ce sa dernière erreur de vie d'ailleurs, il aurait peut-être pu arrêter à un moment il a le choix, mais il va continuer, et il en profite, il s'achète une nouvelle caisse, il se permet d'aller à la fête du baron, là, c'est à partir de là d'ailleurs qu'il n'y a plus de chemin, enfin il y a le point de non-retour qui est franchi, voilà, il profite de filles faciles, il y a même une scène à un moment dans une chambre et tout, enfin c'est what the fuck, tu dis, Eastwood dans son propre film, et lui-même en tant que personnage principal, il joue à ça, il se lâche, ce film il se lâche à 100%, quoi. On voit qu'il n'en a plus rien à fiche de tout, qu'il a tout donné, qu'il n'a plus de compte à rendre à personne, et que maintenant, bah, voilà, c'est tapis, quoi, comme au poker. Et ça marche, et ça fait tellement plaisir, on a tellement besoin de voir ça. Aujourd'hui, dans un monde où tout est un petit peu calculé et tout, ici, Eastwood, avec son expérience, son vécu,
et son aura, il en profite, il y joue, il a raison, il en joue, il a raison de le faire, avec ce qu'il a vécu, il peut tout se permettre ce gars. Et ben il se permet de nous offrir ici un film super témoignage, presque crépusculaire, crépusculaire oui, mais léger, c'est-à-dire oui, voilà, c'est peut-être là mon dernier film, c'est ce qu'il dit, j'en sais rien, je vais avoir 90 ans bientôt, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, c'est peut-être le dernier film que je réalise et dans lequel je joue aussi, au moins en tant que personnage principal. Et on a l'impression en regardant ce film-là que c'est une sorte de testament, mais un testament positif, avec aussi un passage de relais. Un passage de relais avec le personnage de Bradley Cooper. Il y a une discussion au moment entre Earl Stone et Bradley Cooper, sans spoiler, où on sent quand même la complicité, c'est un petit peu à l'image de la vraie vie entre Clint Eastwood et Bradley Cooper. Vous voyez, la mise en abîme et le côté biographique derrière, il y a limite, on brise le quatrième mur sans le vouloir là-dedans. Et peut-être que Bradley Cooper sera une sorte d'héritier de Clint Eastwood plus tard. Déjà, en quelque sorte, il l'a été, puisqu'il a réalisé A Star is Born, Bradley Cooper, un projet que Clint Eastwood voulait mettre en scène et tout, mais là, ça n'a pas pu se faire. Voilà, ce film est beaucoup plus intense et ça va au-delà de l'histoire donc de la simple mule qui trafique qui transporte de la drogue et qui doit en payer les conséquences derrière. Moi, je trouve ça génial. Alors voilà, c'est un film qui va au-delà de son scénario et de son arc narratif pour moi. Alors certes, il y a toujours le Clint Eastwood qu'on connaît, quoi. Déjà parce que l'histoire c'est du Clint Eastwood, je l'ai dit déjà plus tôt. Et puis il reste patriote. Il y a encore le côté patriote de Clint Eastwood qui apparaît, mais là c'est très subtil et franchement là on ne peut rien lui reprocher. Puis il a le droit finalement de penser ça. Il incarne donc dans ce film aussi, c'est important, un ancien combattant de la guerre de Corée. C'est écrit sur sa plaque d'immatriculation d'ailleurs. Et à un moment il le dit clairement, je sais plus à qui. Voilà, moi j'ai fait la guerre et tout, je vais pas me laisser. Voilà, je vais pas me laisser impressionner par un petit compte en espèces. Je crois qu'il dit ça d'ailleurs au bras droit du baron. Et ce qui est un moment aussi, un moment fort, il va utiliser tout l'argent gagné par sa troisième ou quatrième course, je sais plus, et il va le donner à une association d'anciens combattants pour rouvrir un club qui avait fermé et tout. Et voilà, on connaît son amour pour les anciens combattants, il l'a jamais caché, son côté patriote aussi. Et franchement, là, vu la tonalité du film, ça passe super bien et c'est même touchant, j'ai envie de dire. Après, on a beau penser ce qu'on veut, voilà, de l'engagement militaire des Américains, tout ça et tout. Ici, c'est juste de l'humain et franchement, ça passe crème, quoi. Et ça, c'est Clint Eastwood qu'on aime, parce que oui, voilà, l'homme a ses convictions, peut être d'accord ou non avec ce qu'il pense, c'est un peu compliqué parfois, mais bon, peu importe. Là, au moins, ça se fait de façon subtile et ça sert totalement la narration et le développement du personnage qui est Earl Stone. Donc voilà, que dire de plus? Que dire de plus à part que ce film est vraiment très bon. Voilà, un des meilleurs films de ce début 2019. Et quoi qu'on en dise, le mois de janvier 2019 nous a déjà servi au moins trois quatre bons films, très bons films même. Et qu'est-ce que... Voilà, c'est génial. Et quelque part, en faisant le bilan et avec le recul nécessaire, voilà, ça il faudra attendre quelques jours, parce que là je fais cette critique en sortant du cinéma, on peut peut-être être encore plus touché par ce film, parce que comme je le disais là, c'est peut-être le dernier de Clint Eastwood. Enfin, j'en sais rien, je l'espère pas. Moi, je lui espère une longue vie encore, qu'il puisse vivre comme Kirk Douglas, jusqu'à plus de 100 ans. Mais va-t-il continuer à faire des films? À un moment, il va peut-être s'arrêter et profiter aussi. Je me demande même si c'est pas le message ici. Voilà, j'ai tout donné. Ici, il te donne l'impression de tout mettre de lui et de ce qu'il a vécu de son passé. Et ça ressemble à un message comme quoi, voilà, maintenant, je vous laisse avec ça. Carpe diem, il va peut-être falloir que je m'occupe aussi des miens pour vivre les derniers jours de ma vie en totale harmonie avec, voilà, je sais pas combien il a d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants aussi, que sais-je. Ça donne cette impression. L'avenir nous le dira si c'est le cas. Et puis, petit dernier message, parce que là, on pourrait encore analyser plein de choses. Alors, vous voyez, tous les à côté passent à côté, justement. Ce film, c'est du Eastwood, centré sur Eastwood, par Eastwood. C'est, voilà. Bradley Cooper, Laurence Fishburne et tout, ouais, ils sont tous bons dans leur rôle. Alors bon, à part Bradley Cooper, bon, Laurence Fishburne ne sert pas à grand-chose dans le film, c'est presque du caméo. Mais Bradley Cooper est très bon dans ce qu'il fait, et on le sent touché vers la fin du film, pour certaines raisons que je ne vais pas révéler ici. Il y a quand même aussi des choses à dire sur les gens qui jouent la famille de Eastwood. Il y a Diane West qui joue l'épouse, qui a un jeu qui
qui paraît très étrange pendant une partie du film, et quand on voit comment ça se termine, ça prend tout à fait son sens, donc c'est super bien. Et puis donc Alison Eastwood qui joue la propre fille, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Et puis un dernier mot, enfin deux derniers mots, un dernier mot sur le film même, la lumière. J'ai commencé cette critique, et là ça c'est pas de l'impro, je me suis fait cette phrase dans la tête avant, avec les dernières lumières du jour avant le crépuscule. D'ailleurs, vous voyez peut-être, vous allez mettre le curseur de la vidéo en début de vidéo et revenir ici, vous allez voir que la lumière a baissé, parce qu'en fait ce film est donc crépusculaire quelque part, et justement Clint Eastwood joue beaucoup sur la lumière. La lumière dans ce film est génialissime. Il y a des détails travaillés là-dessus, il y a un truc vers la fin du film, je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que sinon je révélerai comment ça se termine, mais la lumière apparaît sur ses yeux, et il regarde, donc vers l'horizon, enfin quelque part vers devant lui, et c'est plein de sens, ça. Voilà, il y a un moment, pendant tout le film, il fait beau, tout ça, puis à un moment, il pleut. Hein, et ça correspond à un moment tragique de l'histoire. Enfin, rien n'est laissé au hasard, donc, que ce soit au niveau de la lumière, de la photographie, du montage, tout ça. Et on voit que le film a été super travaillé, mais avec le regard de l'expérience, quoi. Parce que Clint Eastwood, je suis pas persuadé qu'il ait mis des heures à travailler son script et tout, peut-être, j'en sais rien, mais rien qu'avec l'expérience, en un regard, en une écriture, il est capable de faire passer 1000 messages que beaucoup de jeunes réalisateurs vont faire en s'arrachant les yeux et les cheveux pendant 3 nuits blanches, quoi. C'est génial, quoi. Et puis tous les acteurs, en fait, sont très bons parce que bah, ils sont dirigés par Clint Eastwood, et rien que par le respect qui émane de cet homme, eh ben, tu ne peux que bien jouer, te donner à fond, tout simplement. Voilà. Et un dernier mot, donc au-delà de la lumière, tout ça, un dernier mot sur les Oscars. Alors, ce film n'est pas nommé aux Oscars là. Alors, j'ai été un peu surpris. C'est un film de 2018, puisqu'il est sorti en décembre aux États-Unis. 2019 pour nous, donc il compte dans le bilan 2019, quoi qu'il arrive. Mais il n'est pas parmi les nommés. Alors, je pense qu'il est sorti trop tard pour ça. J'espère qu'il n'est pas sorti trop tôt, du coup, pour les Oscars de 2020 l'année prochaine. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette œuvre, ne serait-ce que pour... Bah, c'est une œuvre globale sur la vie et la carrière de Clint Eastwood pour moi. Donc, ce serait vraiment dommage que les Oscars de 2020 passent à côté. J'ai un peu peur qu'ils soient sortis trop tard pour les 2019 et trop tôt pour le 2020. Je ne sais pas comment ils sélectionnent leurs films là-dessus. J'espère que non. Voilà, j'espère qu'il y sera en 2020 parce qu'il mérite plusieurs nominations. Voilà, c'est... Merci à Clint Eastwood de nous offrir ce bilan de vie. Et on espère quand même que Monsieur Clint Eastwood nous offrira d'autres œuvres, même s'il sera peut-être plus effacé, peut-être qu'il ne sera pas acteur, peut-être qu'il refera des films comme 15h17, c'est-à-dire que derrière la caméra. J'espère mieux en contenu. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que La Mule va marquer cette année 2019. Je n'ai aucune idée de là où il se situera. Je ne fais plus de pronostics sur mon bilan à venir et tout. Rien que pour le classement de janvier 2019, j'aurais du mal à le faire. Voilà, c'est dire. Donc il faut que ça mature tout ça, et je pense que c'est un film qui mérite d'être revu, parce que rien qu'avec ce premier visionnage et les messages qu'on a l'impression d'avoir reçus donc de de l'histoire et de l'implication personnelle du réalisateur-acteur dans cette œuvre, franchement, ça donne envie de le revoir et de rentrer encore plus dedans, quoi. Et ça donne surtout envie, je finirai enfin là-dessus, qu'est-ce que je suis bavard, ça donne envie de voir toutes les autres œuvres de Eastwood, parce qu'il m'en manque beaucoup. Voilà, il m'en manque beaucoup. Et à part le 15h17, j'ai tout aimé de ce que j'ai vu de lui. Donc il y a plein de films qu'il faut que je vois, et je pense qu'il y a il doit y avoir certaines références qui me manquent à cause de ça, mais peu importe. Après tout, c'est ça le cinéma, c'est ça la passion du 7e art, c'est des découvertes perpétuelles, que ce soit dans les films qui vont sortir ou dans les films qu'on n'a pas encore vus et qui ont déjà marqué son histoire. Voilà, je vous dis à la prochaine et allez voir ce film parce qu'il est très bien. Ciao.